Il est 6 heures du matin lorsque Fa descend du Carnen Diagandiaï, seul, un maigre sac plastique à la main. Le ciel est encore sombre, le soleil ne s'est pas levé, mais lui non plus n'a pas fermé l'œil. Il n'est pas venu pour dormir. Il est venu pour changer sa vie. La gare est presque vide, silencieuse. Mais Dakar, elle, respire déjà. En silence. Des ombres glissent entre les étals tordus. Des silhouettes pressées portent des bassines sur la tête, croisent les fantômes du bitume. Les chauffeurs dorment encore, affalés dans leur taxi. Les vendeuses de café allument leurs braises. Tout semble figé, mais sous la peau de la ville, quelque chose vibre. Une tension sourde, comme un muscle tendu avant l'effort. Fa serre la poignée de son sac plastique. Dedans, un t-shirt noir, une paire de babouches, une vieille chemise volée à son cousin. Il n'a même pas eu le courage de lui dire au revoir. C'est tout ce qu'il a emporté du Fouta. Le reste est dans sa tête. Des phrases de son père, un rêve brûlant, une volonté qui ne lâche rien. Devenir quelqu'un. Il traverse la rue d'un pas lent, celui d'un homme qui ne sait pas encore s'il est arrivé quelque part. Le ciel est mauve, les klaxons sont encore rares. Il s'arrête devant une boutique fermée, s'assoit sur la marche, dépose son sac à côté de lui et regarde les bus passer. Déjà, la sueur commence à perler. Dakar ne pardonne pas aux gens qui traînent. Le premier jour, Fa le passe à marcher. Sans but. Juste marcher. Regarder. Comprendre. Il observe les femmes qui crient, les enfants qui vendent des sachets d'eau, les hommes qui empilent des cartons, les jeunes qui s'inventent adultes. Il parle peu. Il regarde beaucoup. Très vite, il comprend. Ici, personne n'attend personne. Chacun pour soi. Chacun sa survie. Le soir, il trouve refuge à la Médina, dans le vieux garage d'oncle Gallo, un ancien mécanicien devenu gardien d'un terrain vague. Ami de son père. Gallo est maigre, vieux, la voix râpeuse, ravagée par la poussière et la bière chaude. Il le reconnaît à peine. « C'est toi, Mohamedou ? Wallahi, tu as grandi ?» Il ne pose pas de questions. Il pousse un vieux matelas contre le mur, tend une couverture. « Tu peux rester ici, mais ne compte pas sur moi pour te nourrir. » Fa le remercie. Il s'installe. Chaque nuit, il entend les rats courir, les chiens aboyer, les moteurs tousser dans le noir. Mais il dort, parce qu'il est épuisé. Et parce que dans ses rêves, il réussit. Les jours s'enchaînent. Fa cherche du travail. Il essuie les refus. Puis finit par trouver. Porter des sacs de ciment sur un chantier à Liberté 6. 8 heures par jour. 1500 francs. Il accepte. Le soir, il mange du pain trempé dans du café Touba. Parfois, une banane quand il lui reste 100 francs. Un sandwich chez Binta quand il peut se le permettre. Binta, c'est la seule qui lui parle comme à un être humain. Elle a 27 ans, vend des sandwichs à la saucisse sous un parasol rouge près du rond-point. Elle l'observe souvent avec un mélange de pitié et de tendresse. « T'es nouveau ici, hein? Ça se voit tant que ça? Tu marches pas comme les autres. Tu marches comme si tu croyais encore que ça va aller. » Il sourit, un peu gêné. Elle rit. Parfois, elle lui glisse un œuf en plus dans le sandwich. Les semaines passent. Fa change de chantier, puis devient vendeur de cartes de recharge, puis aide-maçon, puis livreur de colis à la sauvette. Il ne refuse rien. Il encaisse. Il regarde ses mains noircies, ses ongles cassés, ses chaussures trouées. Il note tout, chaque franc gagné, chaque dépense, chaque mot entendu. Il écrit dans un petit carnet, caché dans son sac plastique. Ce sac, il ne l'a jamais quitté. Un soir, il s'arrête devant une vitrine. Il fixe son reflet, maigre, sale, le visage dur. Derrière la vitre, un mannequin porte un costume bleu. Fa s'imagine dedans, juste un instant, puis détourne les yeux. Et pour la première fois, il doute, pas de son rêve, mais de lui-même. Et si Dakar ne voulait pas de lui? Ce soir-là, alors qu'il traîne les pieds en direction du garage, épuisé, Fa entend le klaxon d'une voiture. Il s'arrête. Une berline noire, luisante, s'est immobilisée à quelques mètres de lui. La vitre teintée descend doucement. Le cœur de Fa rate un battement. Le visage qui apparaît est familier, mais changé. Lisse, parfumé, souriant, trop parfait. Tierno? Le nom lui échappe dans un souffle. C'est bien lui, un ami d'enfance. Ils avaient grandi ensemble à Podor, partagé des bancs au collège, joué au ballon dans la poussière rouge, échangé des bouts de pain sous les manguiers. Mais ce Tierno-là n'était plus le même. Il avait la peau claire comme cirée, les ongles propres, une montre brillante, une chemise ivoire cintrée, des mocassins souples, et cette tranquillité étrange presque menaçante. Fa reste figé. Tierno fronce légèrement les sourcils, puis ses traits s'adoucissent. Fa? Mohamedou Fa?
Tierno? C'est bien toi? Il se serre la main maladroitement. Fa sent aussitôt la distance, la poignée molle, distraitement offerte, comme si l'autre n'était déjà plus là. Tu as changé, souffle Fa. Tierno esquisse un sourire, mais c'est pas un sourire d'ami, plutôt un rictus mélancolique. Dakar change tout le monde, répondit-il simplement. Il s'installe sur un muret, à l'ombre d'un kiosque fermé. Fa pose son sac à terre. Tierno sort une cigarette électronique d'un étui fin, en tire une bouffée. Et toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Fa hausse les épaules. Il ne veut pas mentir, mais il n'a pas envie non plus d'exposer sa misère. Je me débrouille. Je vis dans un vieux garage. C'est temporaire. Tierno hoche la tête. Pas de questions supplémentaires. Il le regarde comme on observe un vieux souvenir. Et toi? Tu fais quoi? Tu bosses où? Silence. Un silence trop long, anormal. Puis la réponse vient. Je suis dans les affaires. Quel genre d'affaires? Tierno détourne légèrement la tête, fixe un point au loin. Des trucs d'import. On gère des flux, des connexions. Tu bosses avec qui? Des gens. Fa plisse les yeux. C'est pas la première fois qu'il croise un ancien du quartier devenu quelqu'un mystérieusement. Mais avec Tierno, il y a autre chose. Pas seulement l'argent. Une énergie étrange. Comme un silence autour de lui. Un vide contenu. On peut se revoir? Demande Fa. Boire un thé. Discuter. Tierno hésite, puis acquiesce, brièvement. Même heure, même endroit. Le lendemain, Fa passe la journée à attendre. Il nettoie ses chaussures avec un vieux chiffon, enfile sa chemise volée. À 19h45, il est déjà en place, le cœur serré. Tierno arrive à 20h précise. Même voiture, même regard. Il ne descend pas. Il ouvre simplement la portière. Monte. Il roule en silence. Les vitres teintées coupent le vacarme de Dakar. Tierno allume la radio. Une station obscure. Des mélodies lentes, presque rituelles. Il s'arrête devant un bar lounge au néon bleu. À l'intérieur, des hommes en boubou de soie, des femmes maquillées comme des actrices, des serveurs raides comme des militaires. Tierno salue d'un simple signe de tête. On leur donne une table sans attendre. Fa ne sait plus où poser les yeux. Il a l'impression d'être entré dans un autre monde. Il demande un bissap. Tierno commande un whisky japonais. Puis il murmure en se penchant vers lui. « Tu veux savoir, hein ?» Fa ne répond pas. Il n'a pas besoin. Il le sait. C'est évident. Ce qu'il veut, ce n'est pas un emploi, ni un salaire. C'est une échappatoire, une porte, une chance, un miracle. Ce n'est pas un job. Ce n'est pas un business. C'est une possibilité. Une possibilité de quoi? Tierno sourit. Pas de joie. Un sourire amer. De voir la ville autrement. De marcher là où d'autres n'osent pas. Fa penche la tête. Il est prêt à entendre. Il ne sait pas encore ce que cela implique. Mais il est prêt. Il y a une adresse, dit Tierno. Rue Diabir. Elle n'est sur aucune carte. Tu dois y aller à minuit. Pas avant. Pas après. Et là-bas? Il y a un immeuble. Pas de porte. Tu entres. Tu demandes. Samba Demba. Fa frissonne. C'est un homme? Un marabout? Quelque chose comme ça. Il parle peu. Mais si tu veux vraiment changer ta vie, il peut t'aider. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Tierno le fixe. Longtemps. Puis, à voix basse, à peine audible, il faut être prêt. Prêt à embrasser l'ombre. Il est minuit. Le ciel est noir comme l'encre. Pas une étoile, pas un bruit. Fa marche seul, le cœur cognant contre sa poitrine. La rue Diabir n'est pas sur les cartes. Aucun taxi n'a voulu l'y déposer. L'un d'eux, en entendant le nom, a même chuchoté. Ce n'est pas une rue. C'est un choix. Alors, il est venu à pied, plus d'1 heure de marche dans un Dakar qu'il ne reconnaît plus. Les ruelles se referment sur lui. Les lampadaires deviennent rares. Les murs semblent se pencher pour l'écraser. Il arrive enfin. Un immeuble en ruine, rongé par le temps, se dresse devant lui. Squelette de béton, sans nom, sans lumière. Il franchit une arche brisée, entre sans pensée. Le couloir est sombre, les murs suintent. Au fond, un vide, pas une porte, une absence. Comme si l'espace avait été déchiré. Il inspire profondément, pose la main sur sa poitrine. Son cœur bat vite, mais il avance. Dedans, il fait anormalement froid. Une pièce vide. Au centre, une chaise. Et dessus, un homme. Immobilité totale. Ni jeune, ni vieux. La peau couleur nuit. Les yeux vides, creusés comme s'ils aspiraient la lumière. Il porte un boubou rugueux, ancien. À son poignet, un bracelet noir tressé d'écorce. « Tu es venu ?» dit-il sans le regarder. Sa voix est basse, sans émotion. « Je suis Fa. Tierno m'a parlé de vous. Tu veux l'argent, la lumière, la réussite. » Fa reste muet, le souffle gelé dans sa gorge. « Alors tu dois embrasser l'ombre. » L'homme se lève, tient dans ses mains une petite boîte en bois.
Il l'ouvre. À l'intérieur, un bracelet noir. L'écorce vibre sous les doigts de Fa, comme si elle était vivante. Une fois mis, tu ne l'enlèves plus. Jamais. Fa le noue à son poignet gauche. Il sent immédiatement une pression, légère, ferme, comme une main invisible. Tu viendras chaque semaine, à la cour des racines. Tu déposeras quelque chose de vivant. Un coq, un pigeon, un agneau, toujours avec le sang encore chaud. Fa veut poser une question. L'homme lève la main. Ne parle pas, ne cherche pas à comprendre. Tu as voulu, tu as reçu, à toi maintenant de donner. Leurs regards se croisent. Et Fa comprend, d'un seul coup. C'est réel, c'est sérieux. Il vient de franchir une frontière. Dans les jours qui suivent, tout s'accélère. Un homme l'appelle, lui donne une adresse. Il devient chauffeur d'un riche client libanais, puis d'un autre, puis de 3. Les pourboires tombent, les contacts s'ouvrent. En moins de 2 mois, Fa achète une moto. Puis, il entre dans un petit réseau d'import d'électroménager. On parle de lui, sérieux, discret, efficace. L'argent coule, les vêtements changent. Il retourne voir Binta, cette fois avec une montre en cuir et des chaussures vernies. Mais le bracelet serre. De plus en plus. Au début, ce n'est qu'une gêne, puis une brûlure. Fa le dissimule sous sa manche. Il n'en parle pas même à lui-même. Chaque semaine, il se rend à la cour des racines. Un terrain vague au cœur de Han, derrière des maisons en ruine. Un baobab tordu sans feuilles trône au centre. Il dépose son offrande en silence. Il ne prie pas. Il donne, et il s'en va. Un soir, il y croise un homme, assis contre le tronc. Regard vide, même bracelet. « Tu es nouveau, dit-il. Moi, c'est Fa. Kadim. Kadim fixe l'horizon, absent. On croit qu'on est différent, qu'on va mieux gérer que les autres. Mais personne ne comprend sans tomber. Fa veut lui demander ce qu'il veut dire. Mais Kadim se lève et disparaît dans le labyrinthe des murs. Et la nuit change aussi. Fa commence à rêver. Mais ce ne sont pas des rêves, plutôt des visions. Des visages sans yeux, des animaux sans peau. Un souffle, toujours le même. Un murmure, le sang n'est jamais assez. Il se réveille en sueur. Le bracelet brûle. Il le trempe dans l'eau froide. Rien ne change. Mais le jour, tout brille. Les affaires marchent. On l'appelle désormais Monsieur Fa. On l'invite à des mariages, à des dîners. On lui propose une parcelle à Keur-Massar. Il ne sait pas exactement d'où vient l'argent, mais il vient. Et puis, un soir, il se regarde dans le miroir et il ne se reconnaît pas. Pas à cause des vêtements, ni de la fatigue, mais à cause du regard. Quelque chose a changé. Comme si une partie de lui était restée dans ce couloir, cette nuit-là. Fa tente un soir de retirer le bracelet, juste pour voir. Sa main tremble. Il tire doucement d'abord puis plus fort. Mais le bracelet ne bouge pas. Il est comme fondu à sa peau, adopté par elle. Alors il retourne voir Kadim. Il le retrouve assis au même endroit, adossé au vieux baobab. Même posture, même regard vide. « Tu dors encore bien ?» lui demande Kadim. Fa ne répond pas. Il baisse les yeux. « Ça commence, dit Kadim. Les premiers signes. Tu verras, tout va aller vite maintenant. » Il se lève, tire sa manche. Fa aperçoit une marque rouge autour de son poignet. Une brûlure, comme une cicatrice faite par le feu. La lumière est belle, mais elle brûle. Puis il disparaît dans la nuit, laissant Fa seul face au silence. Cette nuit-là, le rêve est plus net. Une voix chuchote. Le sang n'est jamais assez. Et dans l'ombre, quelque chose rit. Fa ne pleure pas souvent. Depuis l'enterrement de son père, jamais. Mais ce jour-là, quand il voit Suleiman à la gare, il sent ses larmes monter. Suleiman a 18 ans. Le même regard doux que leur mère. Une insouciance intacte. Il porte un sac trop grand pour lui, une chemise froissée, une casquette sur laquelle on peut lire « No stress ». Fa le serre dans ses bras, longtemps, sans parler. « Tu as maigri », dit Suleiman. « Dakar est un sport », répond Fa en souriant. Ils prennent un taxi jusqu'au petit studio que Fa a récemment loué derrière Sacré-Cœur. Un espace modeste, propre, avec un petit lit, une gazinière, un ventilateur. Fa a installé un matelas par terre pour Suleiman, accroché un poster au mur. Travaille en silence. La réussite fera le bruit. Les premiers jours sont simples. Fa l'emmène visiter l'université. Il lui offre un téléphone neuf, paye son inscription. Ils mangent du poulet braisé, rien jusqu'à tard, regardent des matchs ensemble. Suleiman parle beaucoup, de ses rêves, de ses lectures, de son envie de devenir journaliste. Fa l'écoute, avec cette tendresse muette des grands frères. Mais dans l'ombre, quelque chose bouge. Une nuit, une douleur aiguë surgit du bracelet. Fa se lève d'un bond, torse nu, haletant. Le bracelet brûle comme s'il avait été chauffé à blanc. Il sort dans la nuit, marche sans direction,
jusqu'à se retrouver face à l'océan. Le vent souffle fort. La voix revient. Tu as trop pris. L'équilibre est rompu. Le lendemain, Fa retourne voir Samba Demba. Ça fait des mois qu'il ne l'a pas vu, mais l'adresse est toujours dans sa tête. Rue Diabir. Toujours aussi vide, toujours aussi invisible. Il entre. Samba est là. Exactement comme la première fois. Même chaise. Même regard. Vide. Tu as un frère, dit-il, sans que Fa ait ouvert la bouche. Fa recule d'un pas. Tu as pris ce qui devenir plus tard. Tu as brûlé les étapes. Le pacte est déséquilibré. Je donne chaque semaine, j'ai suivi toutes les règles. Le sang doit être du même sang. C'est la seule façon d'équilibrer. Fa sent le sol se dérober sous ses pieds. C'est un enfant. L'ombre ne connaît pas l'innocence, seulement l'équilibre. Non, je refuse. Samba ne répond pas. Il lève un doigt, le pointe vers le bracelet. Tu peux partir, mais le pacte te suivra. Cette nuit-là, Fa ne dort pas. Il marche toute la nuit. Le lendemain, il emmène Suleiman à la plage. Il mange du tieb, s'allonge dans le sable. Fa le regarde longuement. Il se dit qu'il ne permettra jamais que quelque chose touche à son petit frère, même s'il doit tout perdre. À la tombée de la nuit, il se rend seul à la corniche. Au bout du vieux quai, il retire sa chemise. Le bracelet est rouge, presque fondu dans sa chair. Il le saisit avec ses dents. Tire. Une douleur cuisante traverse son bras, comme un venin. Mais il continue. Tire encore, jusqu'à ce qu'il cède. Enfin, il le brise. Il le jette dans l'eau. Le bracelet coule lentement comme une promesse noyée. Le lendemain matin, l'entrepôt où il stockait ses marchandises brûle. Pas un accident, pas un court-circuit. Un feu total, méthodique. Les pompiers ne peuvent rien faire. L'entrepôt est réduit en cendres. Et au milieu des décombres, un petit objet carbonisé. Le bracelet. Il est revenu. Fa reste figé. Le souffle court. Il se penche, le reconnaît. Même contour noirci, même écorce brûlée. C'est bien lui, celui qu'il avait jeté dans l'océan, recraché, par la mer ou par lui-même. Il ne crie pas, il ne pleure pas. Il reste là, silencieux. À midi, il est convoqué par les douanes. Contrôle de routine, disent-ils. Mais en 24 heures, ses comptes sont gelés. Ses partenaires coupent les ponts. Son nom circule. On parle de trafic, de fausses factures, de blanchiment. Il est placé en garde à vue. Quelqu'un t'a piégé, lui dit un officier. Ou peut-être, tu as joué à un jeu trop grand pour toi. Il sort sans charge, mais il sait. Ce n'est pas la justice des hommes, c'est autre chose. Suleiman tomba malade quelques jours plus tard. Une fièvre étrange. Pas de toux, pas de douleur précise, juste une faiblesse soudaine, brutale, comme si la vie s'en allait sans bruit. À l'hôpital, les médecins firent des analyses. Rien. Tout était normal, mais le garçon se vidait lentement. Comme une lampe dont la flamme baisse sans raison. Fa l'emmena voir des marabouts, des guérisseurs, des voyants, tous détournèrent le regard. Une vieille dame de Yoff murmura « Ce n'est pas un mal d'ici ». La nuit, Fa ne dormait plus. Les rêves étaient revenus, plus nets, plus tranchants. Il entendait des pas autour de lui, une voix riait. Et cette phrase, encore, toujours, tu as pris sans donner. Il se réveillait en sueur, la gorge sèche, les yeux injectés. Dakar avait ses juges dans chaque coin de rue. En une semaine, tout s'effondra. Les comptes gelés, les voitures saisies, le bail résilié, des plaintes venues de nulle part, des noms qu'il n'avait jamais entendus. Et Suleiman toujours plus faible, allongé comme une feuille vide sur un lit de dispensaire. Fa leva les yeux vers le ciel, pas pour prier, pas pour espérer, juste pour poser cette question qui le rongeait. Pourquoi? Il chercha Samba Demba jour et nuit. Il retourna à la rue Diabir, mais il n'y avait plus rien, plus de bâtiments, plus de murs, juste un terrain vague poussiéreux, envahi de broussailles, comme si l'endroit n'avait jamais existé. Il interrogea les voisins. Certains nièrent, d'autres haussèrent les épaules. Un vieil homme l'observa longuement, puis dit simplement « Il y avait un fou là-bas. Il parlait aux arbres. Il est mort depuis des années. » Fa insista. Il montra l'endroit, fouilla les pierres, gratta avec ses mains, espérant trouver une trace, une empreinte, un indice. Rien. Il tenta d'appeler Tierno, numéro injoignable. Il retourna au lounge où il s'était vu. La gérante haussa les épaules. Cela fait des mois qu'il n'est pas revenu. Fa commença à douter. De sa mémoire, de lui-même. Avait-il tout imaginé? Était-il devenu fou? Il traîna dans les marchés, les ruelles, les quartiers sombres. Il demanda aux mendiants, aux griots, aux marabouts. Il prononça le nom de Samba Demba à voix basse dans les coins les plus reculés de la ville. Une mendiante lui cracha dessus. «
Un vendeur de bétail recula, terrifié. Ce nom ne le dit plus jamais. Le 4e soir, Fa marcha sans but. Ses chaussures étaient pleines de boue, ses vêtements déchirés. Il n'avait rien mangé depuis 2 jours. Son visage n'avait plus rien à voir avec celui qu'on appelait jadis Monsieur Fa. Il s'arrêta près d'une mosquée. Il ne pria pas. Il s'assit contre le mur, la tête entre les mains. Un vieil imam sortit, boitant légèrement, une lanterne à la main. « Tu as perdu quelque chose » dit-il en s'asseyant à côté de lui. Fa ne répondit pas. « Ce n'est pas lui qui t'a trahi » ajouta l'homme. « C'est toi qui as choisi de courir. » Fa leva lentement la tête. « Qui » demanda-t-il. « Celui que je cherche. »« Tu es parti trop vite » répondit le vieillard. « Tu as pris les raccourcis. Et maintenant, tu tournes en rond. » « Je voulais juste réussir, sortir mon frère de là, changer ma vie. »« Et tu crois que la vie se laisse forcer ?» reprit l'imam. « Tu crois qu'on peut l'acheter ?» Elle se défend. La vie. Le vieil homme posa une main sur son épaule, puis se leva et s'éloigna. Sans un mot de plus, Fa marcha encore, jusqu'à la corniche. Le ciel était lourd, sans étoiles. Le vent coupait comme une lame. Il s'approcha du bord. L'eau semblait calme, presque accueillante. Il pensa à tout ce qu'il avait perdu, à tout ce qu'il avait voulu, à Suleiman, qu'il n'arrivait même plus à regarder sans honte. Il ferma les yeux, fit un pas. Fa. Il se retourna. Binta. Elle tenait un sachet de pain, un foulard sur la tête. Elle l'avait reconnu. Malgré tout. « C'est bien toi? Qu'est-ce que tu fais là ?» Il ne répondit pas. Elle s'approcha, le regarda, vit l'homme au bord du gouffre. Elle ne parla pas. Elle posa juste sa main dans la sienne et le tira doucement, sans le brusquer. Il la suivit, comme un enfant, comme un homme vide. Elle l'emmena chez elle, une petite chambre au-dessus de sa boutique. Elle le fit asseoir, lui donna de l'eau, du riz chaud, un matelas propre. Elle ne posa aucune question. Cette nuit-là, Fa dormit. Pas bien, pas paisiblement. Mais il dormit. Et dans son rêve, encore, cette voix. Plus proche, moins floue. Tu as pris sans donner. Au petit matin, Fa se leva tôt. Il remercia Binta d'un regard qu'il n'avait jamais eu pour personne. Puis il partit, sans dire où il allait. Mais lui, il le savait. Il marcha longtemps, très longtemps, reconnaissant les rues, les murs, les odeurs. Ses pas le menaient vers la cour des racines, vers le vieux baobab, vers la seule chose qu'il n'avait jamais vraiment affrontée. Ce que l'ombre n'avait pas encore dit. Il arriva là-bas et vit une vieille femme, assise, les yeux fermés, sous l'arbre. Elle ne le regarda pas, mais elle lui parla. « Tu reviens trop tard, ou peut-être juste à temps. » Fa resta debout, immobile, le souffle court. Il ne l'avait jamais vue, mais elle était là, exactement là où il fallait. Comme si elle l'attendait, comme si elle l'avait toujours su. Le baobab était resté le même, tordu, sec, silencieux. Mais quelque chose dans l'air avait changé, une gravité douce, un mélange de paix et de tristesse. « Je vous cherche, dit Fa, la voix basse. »« C'est toi que tu cherches, corrigea-t-elle. » Elle rouvrit les yeux, 2 fentes sombres, calmes, un regard qui pénétrait l'âme. « Tu veux comprendre ce que tu as fait? Ce que tu as réveillé ?» Fa acquiesça lentement. Il n'avait plus la force de parler, juste celle d'écouter. « Ce que tu as pris, c'était à toi, dit-elle, mais pas maintenant. » Elle se leva, lentement. Ses gestes étaient précis, calmes. Elle tourna autour de l'arbre, un pas après l'autre. Le bracelet, il ne donne rien. Il ouvre, il libère ce qui sommeille. Ce que tu devais devenir, un jour. Mais tu as forcé la serrure, tu as pressé la graine. Fa ferma les yeux, tout en lui vibrait. Une douleur ancienne, pas physique. Quelque chose dans l'âme. Pourquoi moi? Pourquoi ça? Parce que tu as demandé sans écouter. Tu as voulu gagner sans apprendre. Elle s'approcha, toucha doucement son bras. Là où le bracelet avait laissé sa trace, une marque sombre et tenace. L'esprit ne punit pas. Il rééquilibre. Il ne prend que ce que tu as volé. Autant. Ni plus, ni moins. Fa resta là longtemps, à genoux dans la poussière, à respirer la terre sèche, à laisser ce silence l'envahir. Dans les jours qui suivirent, Suleiman commença à guérir. Pas d'un coup, pas comme dans les contes. Mais petit à petit, il retrouva l'appétit. Parla un peu plus. Un matin, il se leva seul, mit ses chaussures et dit simplement « Je veux aller à la bibliothèque ». Fa resta sans voix. Il le regarda partir, les larmes aux yeux. Ce jour-là, il comprit qu'il avait encore une chance. Pas une chance de réussir, mais une chance de vivre, juste vivre. Alors il retourna au village. Il quitta Dakar, sans bruit. Il salua Binta, vendit ce qui lui restait, embrassa Suleiman en lui promettant de ne jamais le laisser seul.
Puis il prit un quart vers le nord, jusqu'à Podor, jusqu'à cette terre rouge, sèche, mais honnête. Il planta, il bêcha, il suait, il saignait. Mais chaque douleur avait un sens. Il réapprit le temps, le vrai, celui des saisons, celui qui prend, mais qui rend aussi. Puis un jour, le maître de l'école du village mourut. On chercha quelqu'un pour le remplacer. Fa proposa son aide, pensant que ce serait temporaire. Ça ne l'était pas. Il aimait enseigner, il aimait voir les enfants poser des questions, il aimait écrire sur le tableau, avec cette craie blanche qui grince comme une vérité. Il avait trouvé sa place. Un matin, il entra en classe. Les élèves étaient bruyants, excités. Il posa sa sacoche, saisit une craie et sans un mot écrivit au tableau « On peut tout réussir, mais jamais trop tôt ». Puis il se retourna. Et cette fois, dans son regard, il y avait une lumière, mais une lumière douce, une lumière lente, une lumière qui ne brûle pas. Le soleil s'était levé sur Podor, lentement, sans hâte, comme si la lumière elle-même respectait la paix de ce village aux terres rouges et à l'air poussiéreux. Fa marchait entre les cases, saluant les anciens, partageant quelques sourires avec les enfants en haillons qui couraient derrière des cerceaux rouillés. Il portait une chemise de coton clair, un pantalon effacé par le temps, et dans les poches, un petit paquet de craie. C'était tout ce dont il avait besoin, désormais. Son nom n'était plus chuchoté dans les salons de Dakar. Il ne figurait plus sur les registres des douanes, ni sur les lèvres des commerçants. Il était redevenu simple. Redevenu lui. Souleymane, lui, vivait toujours à Dakar. Il poursuivait ses études, brillait doucement, à son rythme. Fa lui envoyait un peu d'argent quand il pouvait. Pas beaucoup, mais assez pour que son frère n'ait jamais faim. Et parfois, il lui écrivait. Des lettres sans téléphone, des lettres à l'ancienne, trempées dans l'encre et la poussière. Souleymane, ici, les mangues sont mûres, le vent est chaud, et les enfants me posent toujours la même question. Maître Fa, pourquoi les oiseaux ne vont pas à l'école? Je leur dis qu'ils ont la liberté pour maîtresse. Ils rient, bien sûr. Et moi, je les regarde en silence. Parce que c'est tout ce que j'ai appris. Le silence. Il avait rangé son carnet, celui qui avait tout noté, chaque franc, chaque mot. Il ne l'ouvrait plus, mais il ne l'avait pas jeté. Un soir, alors que la pluie tapait fort sur le toit en tôle, il se surprit à le relire, à revoir ses notes tremblantes, ses espoirs fébriles. Et cette phrase, écrite en majuscule, minuit, rue Diabir, pas sur les cartes. Il serra le carnet contre lui, puis le rangea dans une boîte en bois au fond d'une étagère, et il souffla doucement. Comme pour clore un livre sacré. Un jour, un élève resta après la classe. Un petit garçon aux yeux vifs, toujours silencieux. « Maître, pourquoi vous regardez toujours le ciel avant d'écrire » Fa sourit. Il prit une craie, traça une ligne blanche sur le tableau, puis dit « Parce que j'ai appris à ne pas écrire trop vite et à ne pas vouloir lire l'avenir. » L'enfant hocha la tête sans comprendre totalement, mais il sourit aussi. C'était suffisant. Les années passèrent, doucement, comme des saisons qu'on laisse venir sans les forcer. Fa ne reparla jamais de Dakar, ni du bracelet, ni du baobab, ni de cette lumière qui brûle. Mais, dans son regard, il y avait toujours quelque chose, un éclat discret, une vérité qu'il n'imposait pas, mais qu'il transmettait. Pas par des discours, par des silences, par une présence, par cette manière qu'il avait de poser la main sur l'épaule d'un enfant inquiet. Un jour, Souleymane vint lui rendre visite. Il avait grandi, son regard était devenu plus profond, son rire plus rare, mais toujours aussi pur. Ils passèrent la soirée sous le ciel noir, à parler doucement, de rien, de tout, des rêves, des pertes. Puis Fa lui tendit une boîte, dedans son vieux carnet, et une phrase écrite sur la première page. « Si tu veux briller, commence par éclairer là où personne ne regarde. » Le vent soufflait doucement sur les terres de Podor, une brise tiède, presque timide, qui faisait danser les feuilles des flamboyants. Le vieux baobab du village se dressait, toujours aussi massif, comme un témoin silencieux de tout ce que les hommes taisent. Fa marchait à pas lents, il n'était plus tout jeune. Ses cheveux avaient blanchi autour des tempes, mais son regard était resté calme, profond. Et lorsque les enfants du village le voyaient passer, ils couraient derrière lui en riant. « Maître Fa! Maître Fa! Tu viens encore raconter des histoires ?» Il souriait, toujours, mais il ne racontait plus de contes. Il racontait des vérités déguisées, des éclats de vie peints en images, des souvenirs qu'on n'avouait jamais vraiment. Un soir, à l'école, un élève demanda «
Et vous, maître, vous avez déjà eu peur. Fa leva les yeux du cahier. Il regarda l'enfant longuement. Puis il répondit doucement. Pas peur de tomber, mais peur d'oublier pourquoi je m'étais levé. Dans sa petite maison de briques sèches, Fa avait installé une étagère. Dedans, pas grand-chose, quelques livres usés, un chapelet en bois et une petite boîte contenant un morceau de corde noire brûlé par endroits. Il ne l'ouvrait jamais. Mais il savait qu'elle était là. Pas comme une menace, mais comme un rappel. Chaque matin, il s'asseyait sous un arbre pour écrire. Il n'écrivait plus dans l'urgence. Il écrivait pour comprendre, pour poser des mots là où autrefois il n'avait eu que des cris intérieurs. Un jour, un courrier arriva de Dakar. Un ancien élève devenu journaliste voulait lui poser des questions. « Votre parcours est inspirant. On dit que vous avez tout abandonné pour revenir enseigner ici. » Pourquoi? Fa plissa les yeux. Il réfléchit. Puis, il écrivit une seule phrase sur le papier qu'on lui tendait. « Parce que tout ce qui brûle trop vite finit en cendres, et j'ai choisi de rester braise. » Le journaliste ne comprit pas tout, mais il respecta le silence. Un matin, Suleiman revint, plus âgé, plus posé. Il portait une chemise propre, une sacoche usée en bandoulière. Il entra dans la classe. Les enfants se levèrent par réflexe, mais Fa, lui, resta assis. Son regard s'humidifia. « Tu es revenu. Juste pour voir si c'est encore là cette lumière douce dont tu parlais. » Fa hocha la tête. Il tendit une craie blanche à son frère. « Écris donc, à ton tour. » Suleiman s'approcha du tableau. Il tremblait un peu, puis il traça ces mots. « On ne change pas la vie, on s'apprend à marcher avec elle. » Les élèves restèrent silencieux, même les plus agités, comme si, dans cette phrase, ils avaient entendu une vérité ancestrale. Fa se leva. Il n'ajouta rien. Mais dans son regard, cette fois, il n'y avait plus de douleur, plus de regrets, plus de rêves brisés. Il n'y avait que de la lumière. Pas celle qui éblouit, mais celle qui réchauffe. Et cette lumière-là, elle ne brûle jamais. Les années avaient passé. Le village n'avait pas changé. Ou peut-être que si, un peu, mais lentement, à la manière des rivières qui creusent la terre sans faire de bruit. Fa, désormais, marchait moins vite. Son dos s'était un peu courbé. Ses mains, autrefois dures de labeur et de lutte, s'étaient adoucies avec les cahiers, les craies et les mains d'enfant qu'il guidait. Mais son regard n'avait rien perdu, ni sa force, ni sa profondeur. Il continuait d'enseigner, pas seulement des leçons, mais des choses que personne ne dit à voix haute, des silences, des vérités tues, des blessures anciennes qui deviennent des cicatrices solides. Un matin, une jeune fille leva la main en classe. « Maître, est-ce que les ombres reviennent ?» Fa prit le temps. Il déposa sa craie, regarda dehors, là où les feuilles frémissaient doucement. « Non, dit-il, les ombres ne reviennent pas, mais elles laissent parfois des traces sur ceux qui ont marché trop près. » La classe se tut. « Alors, il faut avoir peur ?» Pas peur. Vigilance. Il faut écouter ce que le silence veut nous dire et apprendre à marcher sans écraser son propre cœur. Suleiman, lui, avait grandi. Il écrivait des articles puissants. Il parlait des oubliés, des marginaux, des villages qu'on efface des cartes. Il citait souvent son frère dans ses discours. Mon frère m'a appris qu'on peut tomber très bas, mais qu'on peut aussi remonter sans écraser personne. Un jour, il revint au village avec une caméra et un micro. Il voulait tourner un court-métrage sur Fa. Mais Fa refusa gentiment. « Je n'ai rien à montrer. Je ne suis pas un spectacle. Je suis juste un homme qui est resté debout. » Ce soir-là, les deux frères s'assirent sous les étoiles. Pas un mot, juste la paix. Le vent portait des souvenirs, mais il ne faisait plus mal. Il caressait comme une promesse tenue. « Tu regrettes ?» demanda Suleiman. « Non, répondit Fa. Je regrette seulement ceux qui n'ont pas eu le temps de comprendre. » Il marqua une pause, mais moi j'ai compris, trop tard peut-être, mais assez tôt pour vivre. À l'entrée du village, il y avait désormais un panneau, pas très grand, mais écrit en lettres nettes. École Fagay, pour ceux qui marchent encore. Chapitre 10, la graine et la cendre. Le jour se levait doucement sur Podor. Un de ces jours où le ciel ne dit rien, mais où l'on sent que quelque chose change. Fa s'était levé avant l'aube. Il avait revêtu son boubou blanc, celui qu'il ne sortait qu'aux grandes occasions. Pas pour une fête, pas pour un deuil, mais pour un rendez-vous plus ancien que tout. Il avait passé la nuit à écrire. Pas dans ses carnets, mais dans la terre. Il avait tracé avec ses doigts des lignes invisibles comme on écrit une prière silencieuse. Et maintenant,
Il marchait. Pas vers l'école, pas vers la mosquée, mais vers un endroit que plus personne n'approchait. La cour des racines. Elle était là, toujours, même après tout ce temps. Le vieux baobab, tordu, immobile, mais présent. Autour, rien, juste le vent, et cette impression que l'air lui-même écoutait. Fa s'agenouilla, pas pour prier, mais pour remettre. Il sortit de sa poche une petite boîte, dedans un fragment noirci du bracelet, brisé, carbonisé, mais encore vivant, quelque part. Il le posa au pied de l'arbre, dans un petit creux qu'il avait creusé la veille. Puis il y ajouta une graine. Une toute petite graine d'acacia, ramenée du village de son père. « J'ai compris maintenant, murmura-t-il. C'était pas le bracelet, c'était moi. C'était pas la faute de l'ombre, c'était mon impatience. Ma peur, mon refus d'attendre que la lumière pousse toute seule. » Il recouvrit la boîte de terre, sans cérémonie, sans larmes. Puis il resta là, longtemps. Le soleil montait doucement, mais l'air restait frais. Dans le silence, une paix ancienne s'installa. Comme si l'arbre l'avait reconnu, comme si les racines s'étaient souvenues. Fa se releva. Son dos le tira un peu, mais il tint bon. Il tourna les talons et partit, sans se retourner. Le temps passa. Les saisons défilèrent. L'école continua d'accueillir des enfants. Suleiman écrivit un livre. Binta agrandit sa boutique. Et un jour, un jeune garçon du village, curieux, suivit un oiseau jusqu'à la vieille cour. Là-bas, au pied du baobab, une petite pousse verte avait percé la terre. Fine, fragile, mais bien vivante. Le garçon la regarda. Puis, sans savoir pourquoi, il dit à voix basse « Merci ». Ainsi se termine l'histoire de Fa. Pas dans le bruit, ni dans la gloire, mais dans la terre, là où tout recommence. Parce que parfois, il faut brûler pour comprendre ce qu'on portait en soi depuis toujours. Et parfois, une graine suffit pour réparer ce que le feu a brisé.